Chers amis d'Aero Masterclass, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer une trilogie sur l'histoire du bombardement. Elle nous a été proposée par Bertrand Lebras, qui est un érudit de l'histoire de l'aviation. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous avez un sujet à nous proposer, qui traite d'aviation évidemment, vous pouvez nous écrire à aeromasterclass@gmail.com. Je m'appelle Bertrand Lebras et je voulais vous proposer aujourd'hui d'entamer une série de quelques épisodes sur le sujet de la renaissance du bombardement dans l'armée française entre 1942 et 1945. Si j'ai choisi ce sujet, c'est qu'il m'a semblé tout à fait intéressant parce qu'il est à la conjonction en fait de deux thèmes, deux sujets qui sont un petit peu délaissés par l'historiographie ces dernières années. L'un c'est le bombardement et l'autre c'est la renaissance de l'armée de l'air. En fait, on trouve finalement assez peu de choses sur ces deux thématiques et il m'a semblé intéressant de pouvoir les aborder, notamment parce que ça permet de voir comment l'armée de l'air s'est reconstruite en s'intégrant d'une manière ou d'une autre à deux mondes très différents, bombardement stratégique et bombardement de théâtre, dans une échelle qu'elle ne connaissait pas véritablement de guerre industrielle. Comment se sont faites les relations avec les deux alliés. Et puis, c'est également un sujet important du point de vue, je dirais, du facteur humain, parce que c'était des groupes nombreux, pratiquement 6 à 700 hommes pour un groupe de bombardement lourd, donc avec une composante humaine, une diversité qui était tout à fait intéressante à regarder. Ce que je vous propose donc, c'est d'examiner comment le bombardement français a été réarmé et réorganisé à partir à peu près de la fin 1942 et quelle fut sa contribution à la libération du pays. Pour ce faire, j'ai découpé en 3 podcasts différents. Le premier, celui-ci consacré au contexte général et aux conditions de cette réorganisation et de ce réarmement. Un deuxième qui va être consacré aux groupes lourds qui opérèrent depuis l'Angleterre sur Bombardier Halifax. Et un troisième, les groupes de bombardement moyens qui furent constitués en Afrique du Nord, qui opérèrent sur Marauder et qui participèrent aux campagnes d'Italie et d'Alsace et d'Allemagne. Ce qu'on ne va pas traiter en revanche, ce sont les unités de chasse, bien que celles-ci, surtout celles qui étaient équipées de Thunderbolt P-47, firent beaucoup de missions de bombardement d'appui aux troupes. Mais elles ne relevaient pas au sens propre de l'organisation du bombardement, donc on va les laisser de côté, d'autant plus que Nicolas de Lemos a déjà fait un travail très complet sur le premier corps aérien français qui regroupait ces unités-là. Alors, avant d'attaquer le sujet de cette réorganisation et de ce contexte, un premier point, c'est déjà de bien clarifier un certain nombre de termes, notamment en ce qui concerne les différents types de bombardements. Alors, je ne prétends pas faire œuvre particulièrement originale, mais c'est quand même utile de rappeler ça. Bon, on distingue finalement pendant la Seconde Guerre mondiale un bombardement qui est le bombardement dit stratégique, où il s'agit d'attaquer dans la profondeur du territoire ennemi le système industriel et moral de celui-ci. Donc on va s'en prendre aux usines et aux sources d'énergie, par exemple les sources pétrolières. On va s'en prendre aux centres de communication et on va s'en prendre à la population en tant que la population est constituée finalement de travailleurs potentiels. Donc les grands partisans du bombardement stratégique furent les Anglais avec les campagnes menées par la RAF et bien évidemment aussi les Américains, même si les Américains se sont plutôt attaqués aux usines. Le deuxième grand type, c'est le bombardement dit tactique ou de théâtre. Là, on va travailler dans la profondeur du champ de bataille et on va viser à affaiblir l'adversaire, enfin plus précisément l'armée adverse, en attaquant ses bases logistiques, ses voies de communication pour encager le champ de bataille, en particulier les ponts, les nœuds ferroviaires, et puis des points de résistance majeurs. Par exemple, c'est ce qu'on a connu lors de la campagne de Normandie, quand les Alliés avaient du mal à forcer les lignes allemandes, avant l'opération Cobra. Ils ont fait intervenir des unités de bombardiers lourds pour briser les lignes en faisant du pilonnage. Le troisième type, qui parfois est confondu avec le bombardement tactique, mais moi je préfère quand même le distinguer, c'est vraiment le bombardement d'appui,
où les bombardiers vont intervenir à proximité immédiate du front en appui direct des troupes. Là, il va vraiment s'agir d'aller réduire la batterie d'artillerie qui empoisonne l'avance, ou détruire un blocos également, ou des choses comme ça. Là, c'est très fréquemment ce qui va être fait par des chasseurs bombardiers en 44-45, mais on a pu voir également utiliser des bombardiers moyens dans ce type d'activité. Alors évidemment, les frontières sont assez floues entre les catégories. Détruire un pont, est-ce que c'est du bombardement stratégique ou du bombardement tactique? Ça peut dépendre un petit peu du moment. Il faut dire aussi que finalement, et je viens un petit peu de l'expliquer à travers le bombardement d'appui, un type de bombardement n'est pas forcément lié à un type d'avion. Bon, il est évident néanmoins que plus on va être dans quelque chose en appui direct aux troupes, plus il va falloir être réactif, et on est plus facilement réactif avec un petit chasseur bombardier qu'avec un bombardier lourd. Mais néanmoins, on a vu des bombardiers qui étaient plutôt spécialisés dans l'action stratégique, faire du bombardement tactique. L'exemple de Cobra que j'ai cité est un bon exemple, et je dirais presque inversement. Bien, dans un premier temps, je vous propose de consacrer quelques minutes à parcourir ce que fut le bombardement entre 1939 et la fin de l'année 42. Quelle fut son action, quelles étaient les grandes lignes de son organisation, parce que ça me paraît indispensable pour pouvoir mieux comprendre les conditions du réarmement et de la réorganisation de celui-ci à partir de la fin 42. Commençons donc par nous intéresser à la situation au moment de la déclaration de la guerre. Donc à ce moment-là, l'état du bombardement français était vraiment très proche du catastrophique. Concrètement, aucun matériel moderne n'était disponible dans les unités. Les tout premiers Léo 45 arrivèrent dans le courant de l'automne 1939, et c'était des avions d'expérimentation ou des pré-séries qui étaient absolument impropres à faire la guerre. Donc dans les unités, qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait essentiellement des Amiot 143, des blocs 200-210, qui étaient tous les deux des bimoteurs, et des Farman 222 quadrimoteurs, destinés en principe au bombardement stratégique. Donc les Amiot et blocs, c'était des avions qui pouvaient à peu près croiser à 300 km/h et être capables de porter jusqu'à un maximum d'1,5 tonne de bombes. Donc c'était des avions qui n'étaient plus propres qu'au bombardement de nuit, même si on le verra, les circonstances ont conduit à ce que certains interviennent de jour. En ce qui concerne le personnel, il était plutôt professionnel, insuffisant versus l'attrition qui était attendue, et son niveau d'entraînement, qui n'était pas forcément mauvais en soi, n'incluait pas les techniques modernes. De toute façon, ces techniques n'étaient pas disponibles ou pas applicables sur les avions existants. Le vol en PSV, par exemple, n'était pas si répandu que ça dans l'armée de l'air. La navigation de nuit était uniquement astronomique, donc c'était vraiment des conditions qui étaient encore relativement primitives. Et le dernier point sur la doctrine, elle n'était pas forcément mauvaise en elle-même, mais simplement elle était complètement déconnectée de la réalité. C'est-à-dire que l'armée de l'air était supposée tout faire, de l'interdiction, du support aux troupes, du bombardement stratégique, du bombardement tactique, du bombardement d'assaut, mais il n'y avait pratiquement pas les matériels destinés à mettre en œuvre cette doctrine. Et par ailleurs, les techniques et le commandement, l'organisation du commandement était très rigide, peu réactif et impropre à bien accompagner les troupes. Bien entendu, la situation s'améliora. Le plan de réarmement qui avait été lancé en 1938 commença à porter ses fruits et on vit arriver dans les unités des avions nouveaux, les Léo 45 et Amiot de la famille 350, et également arriver des avions commandés aux États-Unis, Glenn Martin et Douglas DB-7. Donc à la veille du 10 mai, le bombardement alignait 23 groupes en France, ainsi que 9 groupes en Afrique du Nord et un groupe au Levant.
Bon, derrière ces chiffres et ce réarmement, c'était quand même quelque chose de très incomplet, puisque comme on le voit sur le tableau de droite, le grand tableau, dans les deux zones d'opération aérienne nord et est qui allaient subir le choc de l'attaque allemande, sur les 10 groupes présents, seuls 4 étaient sur matériel moderne, 2 sur Léo 45 et 2 sur Breguet 693, qui je le rappelle était un avion d'assaut. Ces groupes donc avaient terminé en principe leur transformation. Ça ne veut pas dire que les matériels avaient entièrement été, je dirais, corrigés de leurs petits péchés de jeunesse, qui sont normaux lorsqu'on a un matériel nouveau. Et les 13 autres groupes de bombardement présents en France étaient, eux, regroupés dans la zone aérienne des Alpes et le GIAPS, qui était en fait l'espèce de grande organisation de transformation des groupes de bombardement. Et tous ces groupes étaient impropres à la guerre, puisqu'ils étaient en cours de conversion sur matériel moderne. Les deux seuls qui avaient terminé leur conversion, les GB 1,62 et 1,63, qui étaient sur Glenn Martin 167, eux ne pouvaient pas non plus intervenir parce que tout simplement les lance-bombes n'avaient pas été montées encore sur les avions. Ils ne le seront qu'à partir du 20 mai. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est que ces groupes-là ne pourraient intervenir dans la bataille que progressivement à mesure que leur transformation serait terminée. Que nous dit également le petit tableau en bas à gauche? C'est que des avions, même quand les avions modernes avaient été livrés, 210 existaient dans les comptes de l'armée de l'air au moment du 10 mai. En fait, sur ce nombre-là, seuls 85 étaient bons de guerre. Donc ça incluait ceux qui n'avaient pas encore été finis d'équiper, comme par exemple les Glenn Martin 167 que j'évoquais à l'instant pour les deux groupes 1,62 et 1,63. Donc l'ensemble des groupes dont on parle, transformés ou en cours de transformation, étaient destinés au bombardement tactique ou de théâtre, à l'exception de deux groupes de bombardement stratégique qui étaient sur Farman 222 et qui étaient les groupes 1,15 et 2,15, et des 5 groupes sur Breguet 691 et 693 qui, eux, étaient destinés à l'attaque en vol rasant, donc à l'appui direct des troupes. La doctrine, elle, n'avait pas changé, elle restait toujours aussi floue et toujours aussi peu en prise avec les réalités du terrain, ou en tout cas les réalités du matériel disponible. Arriva donc ce qui devait arriver, et la campagne de France, à partir du 10 mai 40, fut un véritable désastre pour le bombardement français. Désastre dans le sens où il y a une incapacité à peu près totale à influer sur la bataille terrestre et finalement à soulager les efforts des troupes au sol. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, ça, on l'a compris, je pense, à voir le faible nombre de groupes qui étaient opérationnels à la veille du 10 mai, c'est que les engagements des bombardiers sont faits par petits paquets, très vulnérables à la flak et à la chasse adverse, et par ailleurs avec des avions auxquels on a demandé d'intervenir en appui direct aux opérations, vraiment sur la ligne de front, puisque le front craquait, ce qui n'était pas du tout le rôle pour lequel ils avaient été conçus, à l'exception des Breguet 691-693. Ils étaient conçus pour agir dans la profondeur du champ de bataille, sur par exemple l'attaque de moyens de communication, de grands rassemblements, de dépôts, etc., et pas donc en appui direct aux troupes. Donc ce fut la cause d'une très forte attrition, d'autant plus que les altitudes de bombardement qui étaient demandées aux alentours de 2000 mètres les mettaient vraiment à portée de la DCA légère et lourde évidemment, et donc là encore il y eut pas mal de pertes. Dernier point sur les pertes, le manque de coordination avec la chasse fit que les escortes de chasse ne furent pas toujours présentes, ce qui là encore fut une cause d'attrition. Donc on assista donc à un épuisement rapide des groupes en ligne, qui fut accompagné d'un engagement tardif des groupes en cours de transformation et des groupes qui étaient en AFN et qui furent envoyés en France, mais pour certains n'arrivèrent qu'à peu près à la mi-juin. À cela s'ajouta le fait
que beaucoup des groupes avaient donc été transformés tout récemment, voire avaient fait cela dans le feu de l'action. Et donc les équipages ne maîtrisaient pas pleinement les avions, qui par ailleurs avaient encore des défauts de jeunesse, et donc ils n'étaient certainement pas au meilleur de leur capacité, et il s'ensuivit un assez grand nombre de problèmes techniques et d'accidents. Si on veut dire un mot du bombardement stratégique, qui était réservé aux GB 1.15 et 2.15, l'impact fut quasiment nul, ça ne concernait qu'une petite poignée d'avions, avec des méthodes de bombardement et de navigation qui étaient quand même assez anciennes, donc une incapacité à trouver des objectifs précis et un impact à la fin qui fut vraiment extrêmement faible, sinon psychologique si on pense au bombardement effectué par le Jules Verne, premier bombardement de Berlin qui se situe vers la fin de la campagne de France. Une vingtaine de groupes furent repliés sur l'AFN, 11 restèrent en France, et donc on avait au moment de l'armistice à peu près 500 avions dits modernes en AFN et 300 en France. Quelques chiffres permettent d'illustrer ce que je viens d'expliquer. Tout d'abord celui du nombre d'avions par sortie. Donc il n'y a pas plus d'une douzaine de sorties au cours desquelles les groupes aient pu mobiliser plus de 10 avions, ce qui est quand même très faible. Le total de sorties pendant la campagne est estimé à 2130, soit une moyenne de 50 par jour. Il faut bien voir qu'au moment maximum, le bombardement alignait quand même une vingtaine de groupes sur le terrain. Donc ça veut dire que ces 20 groupes arrivaient à mettre en moyenne 2 avions à 2 à 3 avions en l'air par jour. Ce qui montre bien l'usure, le faible nombre d'avions disponibles et finalement l'incapacité à mobiliser des forces suffisantes. La plus grosse journée, le 5 juin, qui était le pic de la bataille de la Somme, le bombardement réussit à faire 126 sorties et à larguer 60 tonnes de bombes, ce qui était quand même très limité. Au total, donc 200 000 tonnes de bombes larguées, et tout ça au prix quand même de la perte d'à peu près un tiers des bombardiers modernes, soit du fait de l'ennemi, soit par accident, ce qui est tout de même considérable. La campagne de France se termina avec la signature de l'armistice, lequel prévoyait une quasi-disparition de l'armée de l'air, la dissolution, la livraison des avions, etc. Du fait de l'attaque anglaise sur Mers-el-Kébir en juillet, puis Dakar en septembre, l'armée de l'air survécut en fait, sous le nom d'armée de l'air de l'armistice, et un certain nombre de groupes de bombardement furent maintenus. Bien entendu, leur mission principale et la mission principale de l'armée de l'air en général devenait de défendre l'Empire contre les agressions anglaises. Donc une grande partie des forces fut redéployée vers l'Afrique, en particulier l'Afrique du Nord et le port de Dakar. L'armée de l'air de l'armistice profita aussi des stocks disponibles pour moderniser les forces de bombardement, qui furent toutes transformées sur Léo 45, DB7 américain et Glenn Martin américain. Ce fut donc une réelle modernisation qui s'accompagna néanmoins d'une attrition, puisque bien sûr le matériel s'usait, avec des manques de pièces de remplacement, en particulier pour le matériel américain, et aussi un manque d'entraînement des équipages, puisque celui-ci était limité à 4 heures par mois, ce qui était notoirement insuffisant. La période de Vichy fut aussi marquée pour l'armée de l'air par plusieurs combats contre les Britanniques, dont 3 au moins impliquèrent des unités de bombardement. Ce fut d'abord le cas des bombardements de Gibraltar les 24 et 25 septembre 1940, qui étaient effectués en représailles aux attaques britanniques sur Mers-el-Kébir et Dakar. Alors il faut noter qu'à l'occasion de ces 2 bombardements, l'armée de l'air réussit à faire ce qu'elle n'avait pas pu faire durant la campagne de France, c'est-à-dire à mettre en vol des formations importantes de bombardiers, puisque à chaque fois à peu près 80 bombardiers participèrent à ces raids, qui eurent d'ailleurs assez peu d'effet. Alors pour l'anecdote, le dessin qui est présenté ici a été réalisé par les spécialistes du groupe de reconnaissance 1-22 et montre l'analyse des résultats du bombardement du 24 septembre. Donc ce qu'on voit, c'est le sud du rocher de Gibraltar, avec un certain nombre d'objectifs, les croiseurs de bataille, etc., et l'emplacement des chutes de bombes.
En fait, les résultats furent assez limités et assez peu de bombes tombèrent réellement sur le rocher. Second combat, ceux du Gabon, puisqu'il s'agissait là de reprendre le Gabon dont les Français libres s'étaient emparés. Trois Glenn Martin du GB 163 furent perdus, plutôt abandonnés d'ailleurs, puisque les forces françaises libres purent en récupérer au moins deux. Il n'y eut pas de perte humaine pour l'armée de l'air et quelques tués pour l'armée de terre, mais ces combats évidemment fratricides étaient pour le moins navrants. Et puis dernière campagne, de loin la plus importante, la campagne de Syrie en juin et juillet 1941. Ce fut pour l'armée de l'air et pour l'ensemble des forces de Vichy une lourde défaite qui entraîna la perte de plusieurs équipages et d'une quarantaine de bombardiers, Léo 45 et Glenn Martin, pour une grande partie détruits au sol par des mitraillages. Cette campagne démontra aussi que les leçons de la défaite de 1940 n'avaient pas du tout été tirées, au moins en ce qui concerne les méthodes de combat. Cette période se termina avec l'opération Torche, qui, vous le savez sans doute, est le nom que prit le débarquement allié, en fait surtout américain, en Afrique du Nord, Maroc et Algérie, le 8 novembre 1942. Alors, les Américains s'attendaient peut-être à être accueillis à bras ouverts, ce fut vraiment pas le cas, puisqu'il y eut des combats assez durs, voire très durs, notamment au Maroc, avant un cessez-le-feu qui prit place le 13 novembre. Alors, l'aviation fut bien évidemment impliquée dans les combats. Pour le bombardement, ce fut assez limité. 3 bombardiers furent perdus lors d'interventions sporadiques. Alors, ça a été limité d'abord parce que tout simplement, dans certains cas, le brouillard empêcha le décollage de certaines unités, que peut-être qu'il y avait un enthousiasme moyen et que certains officiers tentèrent de freiner un petit peu les ardeurs et de retarder un petit peu l'exécution des ordres. Et le troisième point, c'est que plusieurs dizaines d'avions, en particulier Léo 45 et DB7, furent détruits au sol par l'aviation américaine. Donc, d'une certaine façon, ce fut un mal pour un bien, puisque donc, ça a permis de limiter un petit peu la casse. Pour mémoire, l'armée française perdit quand même à peu près 1300 hommes tués dans ces combats. L'aviation elle-même souffrant 44 pertes définitives, dont quelques personnes du bombardement. Il ne faut pas oublier qu'en parallèle, donc, les Allemands occupèrent la Tunisie à partir du 9 novembre, largement lié évidemment aux atermoiements, et le terme est faible, du commandement français et du gouvernement français, et ce fut vraiment une période pour le moins tragique. Alors, c'est évidemment pas dans ce podcast qu'on va faire l'ensemble de l'histoire politique qui s'ensuivit. Je vais juste rappeler que dans un premier temps, l'amiral Darlan prit le pouvoir jusqu'à fin décembre 1942, date de son assassinat par Pierre Bonnier-Lachapelle. Il fut à ce moment-là remplacé par le général Giraud, qui était depuis le début le favori des Américains. Je rappelle que les Américains et De Gaulle, ça se passait quand même très très mal, entre Roosevelt et De Gaulle. Puis il y a eu création du Comité français de libération nationale début juin 1943, d'abord bicéphale entre Giraud et De Gaulle, puis présidé par De Gaulle, seul à partir du 9 novembre, Giraud étant à ce moment-là réduit à un rôle de commandant en chef des forces armées, et le 4 avril, le président du CFLN, donc De Gaulle, devint chef des armées et Giraud fut définitivement évincé. Voilà. Toujours est-il qu'on peut dire que l'opération Torche est vraiment le point de départ de la renaissance de l'armée de l'air. Fin 1942, les aviateurs français, et en particulier ceux du bombardement, sortaient donc d'une période difficile et avaient vécu de nombreux événements tragiques et douloureux au cours des 2 années précédentes. Néanmoins, quelque chose changeait, c'est qu'ils étaient désormais rentrés dans la guerre et on allait poser les conditions de la Renaissance, et c'est ce qu'on va voir dans la partie qui vient et qui va nous occuper désormais.
Commençons par un petit bilan à fin 1942. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette force de bombardement et plus généralement l'aviation française avait d'abord et avant tout le grand mérite d'exister. Je veux dire par là qu'au lieu d'avoir été dissoute comme le prévoyait l'armistice de 1940, l'aviation française ayant été partiellement maintenue, une bonne partie des hommes étaient restés groupés dans les unités, et même si celles-ci étaient dans une situation précaire liée aux conditions de l'armistice, et donc ces hommes-là étaient assez faciles à remettre au combat. La situation aurait bien évidemment été très différente s'il avait fallu aller les rappeler un par un, des hommes qui auraient été donc retournés à la vie civile, et qui pour beaucoup surtout n'auraient pas été en AFN, puisque leur habitation, leur lieu de vie, était pour l'écrasante majorité en France. Donc ça, c'était vraiment le point positif, malgré tous les défauts que pouvait avoir l'armée de l'air de l'armistice et l'armée de l'armistice en général. Ça, c'était vraiment le point positif. On trouvait donc 9 groupes de bombardement en AFN, force qui peut paraître relativement imposante, mais qui présentait néanmoins de nombreuses faiblesses. Le matériel d'abord, donc beaucoup avait été détruit, en particulier lors des mitraillages des bases par les Américains en novembre 1942. De toute façon, c'était du matériel usé, impossible à maintenir en ce qui concerne le Lioré Olivier 45, puisque les usines fabriquant les pièces détachées étaient en France, donc on était de toute façon sur une situation d'attrition relativement rapide. Et il n'y avait pas d'autre solution que de s'en remettre aux Américains pour fournir le matériel, avec tous les avantages, mais aussi les inconvénients, on le verra, que cela pouvait présenter. En ce qui concerne le personnel, c'était un personnel d'active, donc des gens de métier. L'inconvénient, c'est que ces personnels avaient bien évidemment vieilli depuis la campagne de 40, ça c'est normal, ils avaient progressé en grade, mais relativement peu progressé en compétences, et notamment ils ne s'étaient pas appropriés les nouvelles méthodes de combat, les nouvelles conceptions, etc., etc. Au contraire, le faible niveau d'entraînement permis par les conditions de l'armistice avait fait qu'ils avaient plutôt finalement relativement perdu en compétences. De toute façon, doctrine et méthode étaient assez largement obsolètes. Il faut juste penser que les équipages français n'avaient aucune habitude de travailler avec des radars, ce qui en 1942 était devenu totalement banal pour les anglo-saxons. Pour les Français, c'était une véritable innovation. Rien que cet exemple montre un petit peu les gaps qu'il allait falloir franchir. Enfin, il y avait, même si c'est quelque chose qui fait partie des grands non-dits, une certaine crise morale. Le retour dans la guerre enthousiasmait certains, mais pas forcément tous. Il y avait, disent certains rapports, un certain embourgeoisement d'une partie du personnel qui s'était finalement habitué au ronron de l'armistice. Dernier point important, la vie courante des groupes était gênée assez fortement par l'occupation des bases et infrastructures par les Alliés, ce qui fait en particulier que beaucoup des groupes se mirent à vivre sous la tente pendant toute l'année 43 et l'année 44, ceci tout simplement parce que beaucoup des bases et des casernes avaient été, disons, réquisitionnées, en tout cas attribuées aux Américains, du fait de l'accord entre l'amiral Darlan et le commandement américain à la fin 1942. On vient de parler du retour dans la guerre, donc celui-ci ne traîna pas puisque, comme vous le savez certainement, l'armée française fut impliquée dans les combats pour la reprise de la Tunisie. Ce fut bien sûr surtout l'armée de terre qui fut engagée avec à peu près 80 000 hommes, soit un peu plus du quart des forces alliées, ce qui était loin d'être négligeable, et ces forces acquirent tout de suite une bonne réputation. La contribution de l'aviation fut plus limitée. On pense surtout au groupe de chasse 2-5 Lafayette qui avait été rééquipé très rapidement en P-40 et qui participa au combat. Ce qui est un petit peu moins connu, c'est que le bombardement fut également impliqué, essentiellement le groupe 1-25, renforcé par des éléments du groupe 2-3 et du groupe 1-11 notamment, qui participèrent au combat de Tunisie. Il y eut à peu près 80 sorties de bombardement ou de ravitaillement et les groupes perdirent 2 équipages. Donc c'était une première étape, limitée certes, mais qui montrait quand même à la fois la volonté de rentrer dans la guerre
Et surtout, la campagne de Tunisie fut pour l'aviation française un très riche laboratoire, si je puis dire, d'enseignement, sur essentiellement 2 plans. Le premier, ce fut la découverte de la guerre aérienne moderne. Les officiers français, notamment les officiers supérieurs, furent absolument stupéfaits de voir comment les anglo-saxons s'y prenaient pour mener les opérations aériennes en Tunisie. Cela fit l'objet de nombreux rapports, en particulier des rapports du général Mindigal, qui commandait alors l'aviation française, au général Giraud, pour insister sur les enseignements qui avaient été reçus, et en particulier la concentration des forces. Et c'est l'un des facteurs, peut-être même le principal, qui fit que Giraud renonça à la subordination de l'aviation versus l'armée de terre. Chose qui n'était pas du tout dans la doctrine anglo-saxonne, et ça, le commandement français le comprit très rapidement. Le deuxième enseignement, ce fut celui du fonctionnement dans l'alliance anglo-saxonne et plus précisément américaine, et particulièrement la subordination opérationnelle. Là aussi, le commandement se rendit très vite compte que dans le cadre de cette alliance, il n'était pas question que les Américains leur délèguent la moindre initiative opérationnelle. Il y a un exemple que vécut le général Mindigal et qu'il rapporta à Giraud, de façon très dépitée d'ailleurs, c'est que lors de la campagne de Tunisie, à un moment donné, une contre-offensive allemande fit que le terrain du GC-25 était menacé par l'avancée des troupes au sol allemandes. Donc Mindigal prit l'initiative de faire replier le groupe de 5 et se fit très fortement rappeler à l'ordre par les Américains qui lui expliquèrent en l'occurrence qu'il n'avait qu'à se mêler de ce qu'il regardait. Il comprit tout de suite que si les Français voulaient exister, ils ne pouvaient exister que dans une relation de subordination opérationnelle. Donc ces 2 enseignements, à la fois ce qu'était la guerre aérienne moderne et la contrainte opérationnelle du combat aux côtés des Américains et des Anglais dans une moindre mesure, furent les 2 enseignements principaux de la campagne de Tunisie et qui servirent énormément pour la suite. Pour étudier la renaissance du bombardement, je vous propose de passer par 2 actes, le premier étant celui qui va de novembre 1942 à l'été 1943. 3 mots le caractérisent à mon avis, ce sont espoir, attente et déception. Et c'est ce que je vais vous expliquer dès maintenant. Alors, les espoirs, ils étaient importants puisque dès la fin 1942, le général Mindigal, chef de l'aviation française, proposa au général Giraud la création d'un corps aérien expéditionnaire, fort d'environ 650 avions, dont 9 groupes de bombardement, dont 3 de bombardement en piqué. Ce corps aérien expéditionnaire était destiné à appuyer le corps de débarquement français de l'armée de terre qui devait libérer la France en compagnie des Alliés. Donc on avait dans la conception française finalement des entités franco-françaises très autonomes, les Américains étant chargés de livrer le matériel et la logistique. C'est évidemment pas comme ça que les Américains voyaient les choses. Deuxième grande initiative prise par le général Mindigal, c'est la création d'écoles de perfectionnement et de remise à niveau, puisqu'il était très conscient qu'en plus de créer de nouveaux aviateurs, il fallait aussi remettre à niveau les aviateurs existants. De grands espoirs donc, mais de nombreuses difficultés surgirent avec les Alliés. Alors, la première difficulté qui est très factuelle, c'est que cela supposait des capacités de transport et de tonnage maritime que même les Américains avaient du mal à mobiliser. Parce qu'il n'y avait pas que les avions à fournir, mais il y avait aussi l'équipement des divisions d'infanterie et des divisions blindées. Et ça faisait quand même beaucoup de bateaux à mettre sur l'eau. Et même les Américains n'avaient pas tout à fait cette capacité. Il y avait d'autres problèmes, et on les a déjà un petit peu vus à l'occasion de ce qu'on a dit sur la campagne de Tunisie. C'était un problème de subordination opérationnelle. Donc, comme je viens de le dire, les Américains ne voyaient pas du tout la subordination opérationnelle comme les Français. Les Français imaginaient avoir un grand corps aérien expéditionnaire qui agissait en coordination avec les Alliés, mais les Américains, eux, ils voulaient des groupes intégrés dans leur dispositif opérationnel et pas du tout des grandes entités françaises.
Et également, il y avait un problème de confiance, c'est-à-dire que les Américains et les Alliés, de façon plus générale, n'étaient pas très confiants dans l'organisation française, notamment la subordination de l'aviation à l'armée de terre, et ils n'étaient pas non plus très confiants dans certains officiers qui étaient un peu trop marqués par leur passé vichiste. Tout ceci fit que ces grands espoirs furent déçus, puisque si on se place en juillet 1943, qu'est-ce qu'il y avait eu comme rééquipement? Eh bien, il y avait un squadron équipé en matériel US, le GC-25, on en a déjà parlé, en P-40. Une escadrille de reconnaissance, le GR-233, dans lequel disparut Saint-Exupéry, équipé avec des P-38. Deux groupes qui avaient été équipés en Spitfire, deux groupes de chasse. Et pour le bombardement, aucun nouveau bombardier n'avait été livré. Donc le corps aérien expéditionnaire ne pouvait pas voir le jour. Après ce premier acte un petit peu décevant, on put passer à l'acte 2, à partir de l'été 1943, qu'on peut appeler celui du décollage. On va ici d'abord s'attarder un petit peu sur la personnalité du général Bousca, qui fut nommé chef d'état-major général de l'armée de l'air le 1er juillet 1943, et qu'on peut considérer à juste titre comme étant le principal artisan de la reconstruction de l'armée de l'air. Il était entré dans l'aviation durant la guerre 14-18, ayant été auparavant officier d'infanterie, si ma mémoire est bonne, et il fit dans l'aviation donc une carrière assez brillante, et qu'il termina, enfin au moins pour cette partie de sa carrière, comme chef de l'aviation du groupement d'armées de l'Est en 1940. Sa nomination à ce poste fut favorisée par plusieurs éléments. Le premier était que, à la création du Comité français de libération nationale, le pouvoir étant en train de basculer entre De Gaulle et Giraud, il fallait remplacer les chefs qui étaient un peu trop marqués par leur passé vichiste. Et Mindigal, qui avait fait par ailleurs de bonnes choses, était vu comme un peu trop vichiste. D'autant plus qu'il avait nommé comme patron du corps aérien expéditionnaire dont on a parlé juste avant, le général Gama, qui pour mémoire était le général commandant les forces aériennes en Afrique de l'Ouest, donc à Dakar, et le nommé patron du CAE était un petit peu mettre un chiffon rouge sous le nez du taureau britannique, qui n'avait pas forcément gardé un très très bon souvenir de Dakar. Alors Bousca était aussi un bon candidat parce que il avait été mis en congé d'armistice dès août 1940, et donc il n'avait pas du tout été mêlé à l'histoire de l'armée de l'air de l'armistice. Il avait par ailleurs un passé de résistant, puisque lorsqu'il était retourné dans la vie civile, donc à partir d'août 1940, il était rentré après cela dans le réseau Alliance, en AFN, et il avait été chef d'une mission de bons offices entre De Gaulle et Giraud pour essayer d'établir un dialogue entre eux avant la création du CFLN, et avait su démontrer une réelle neutralité. Donc pour la petite histoire, il avait été nommé par Giraud parce que Giraud avait gardé bon souvenir de lui lors des opérations au Maroc dans les années 30. Et le fils Giraud lui reprochera d'ailleurs d'avoir cette espèce de neutralité en disant qu'il avait finalement un petit peu trahi son père et l'avait desservi auprès de De Gaulle. Bon, bref. Toujours est-il que, ayant été donc à Londres pour cette mission, il avait aussi pu nouer des contacts intéressants avec des dirigeants de la RAF et commencer à être un petit peu reconnu par eux. Et enfin, c'était un général expérimenté et il était suffisamment bien reconnu dans l'armée de l'air de l'époque pour que ce soit un choix acceptable. Bon, en bref, c'était un bon candidat, sans doute parmi un nombre de candidats pas très élevé, et ce choix s'avéra assez judicieux. Dès sa nomination, il eut deux priorités. La première étant de faire la fusion entre l'armée de l'air de l'armistice, donc stationnée en Afrique, et les forces aériennes françaises et libres. Ce fut fait le 3 juillet 1943.
sachant donc que le général Vallin, patron des FAFL, devint son adjoint et garda le commandement des forces aériennes françaises en Grande-Bretagne. La deuxième grande priorité de Bousca, bien évidemment, était d'obtenir enfin le réarmement, ou en tout cas un changement d'échelle dans le réarmement qui avait été engagé, et ceci en tirant un petit peu les leçons du passé. Donc tirer les leçons du passé, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire d'abord en terminer avec l'idée du corps aérien expéditionnaire qui ne correspondait pas à ce qu'il fallait faire à ce moment-là, convaincre le CFLN de garantir l'indépendance de l'armée de l'air vis-à-vis de l'armée de terre pour répondre aux réticences des Américains sur ce point-là, puisque Giraud avait une position, je viens de l'expliquer, assez différente. Et puis enfin, rassurer les Américains et les Anglais sur plusieurs points cruciaux. Le premier étant la subordination complète des unités françaises aux organes de commandement alliés. Donc j'ai expliqué à quel point les Américains avaient pu réagir vivement vis-à-vis de Madigal quand ils avaient senti qu'il était en train de s'immiscer dans leur chaîne de commandement. La stratégie de Bousca était d'abord de démontrer que l'armée de l'air était crédible au niveau des groupes élémentaires, puis de constituer des escadres avant de pouvoir en passer à des niveaux supérieurs en accord avec le commandement américain et le commandement britannique. Le deuxième point, bien évidemment, était d'adopter complètement les organisations, les méthodes et les procédures des Alliés, en particulier, point très important, pour les effectifs. Donc il ne s'agissait pas de reconstituer des groupes français, il s'agissait de reconstituer des groupes français selon le modèle américain ou le modèle britannique, en adoptant les tableaux d'effectifs des Américains ou des Britanniques selon le cas. Et également, chose qui paraît rien aujourd'hui, par exemple dans les postes. À titre d'exemple, chez les Français, quand on n'était pas mécanicien breveté, on était service général, mais on était service général et c'est tout. Chez les Américains, le service général, c'était 30 ou 40 spécialités différentes. Donc ça changeait quand même pas mal l'organisation, y compris dans les détails. Voilà. Et puis bien évidemment, il y avait tout l'aspect des tactiques utilisées, où les tactiques à mettre en œuvre, c'était les tactiques des Alliés, que ce soit britanniques ou américains, mais voilà, c'est tout. Voilà, et ça allait également à un point important, suivre les préconisations américaines et anglaises sur le rajeunissement des groupes, en particulier des groupes de chasse. Il y a un compte-rendu qui explique à quel point les Américains sont contents quand Bousca les informe qu'il a décidé que désormais un chef d'escadrille français n'aurait pas plus de 25 ans. Les Américains sont aux anges parce qu'enfin ils se disent, les Français ont compris que dans ce type d'unité, il faut être jeune. Et tout ceci vit son aboutissement dans la définition du plan 7 français et la signature d'un accord de réarmement début août 1943, cet accord étant la vraie base du réarmement qui prit la suite. Quel était donc ce fameux plan 7 et quelle place y était réservée au bombardement? Alors d'abord c'était un plan dont la numérotation est très significative puisqu'il s'agit du plan 7 qui faisait suite au plan 5 et 6 de réarmement de l'immédiate avant-guerre. Donc le fait de numéroter dans la continuité en dit long quand même sur l'état d'esprit dans lequel il avait été fait. C'était un plan particulièrement ambitieux eu égard aux moyens dont disposait l'armée de l'air à ce moment-là, donc mi-1943. L'armée de l'air qui, bien entendu, englobait à ce moment-là les forces aériennes françaises et libres. Donc le petit tableau résume l'ensemble du plan, donc, dont on voit qu'en fait il concernait les forces qui étaient en AFN et puis marginalement au Moyen-Orient, en Grande-Bretagne et en URSS. En URSS, c'était simplement le groupe de chasse Normandie, comme je pense chacun sait. Donc, si on s'intéresse surtout au bombardement, on voit qu'il y avait donc 9 groupes, 6 groupes de bombardement moyens, qui en fait furent rééquipés sur Marauder en AFN, 2 groupes de bombardement lourds en Grande-Bretagne, sur Halifax, et un groupe de bombardement moyen, enfin moyen léger, puisque c'était du Boston DB-7, c'était le groupe Lorraine des FAFL en Angleterre.
Alors, il y avait également donc 17 groupes de chasse, en prenant en compte l'ensemble des localisations, un groupe de reconnaissance, le 233 de Saint-Exupéry, 2 groupes de transport, et 4 groupes dont on peut dire quand même un mot, police et sécurité, c'était les groupes, notamment l'Artois, qui étaient stationnés en Afrique orientale et équatoriale française, et puis le groupe Picardie stationné au Moyen-Orient, donc Syrie-Levant, qui fut ensuite rééquipé d'ailleurs de bombardiers, et qui s'occupait essentiellement de faire de la police et une présence de souveraineté française, et puis les groupes qui étaient même pas d'ailleurs à l'effectif de groupes classiques, euh, à Djibouti et à Madagascar. Alors, il faut aussi rajouter dans le plan 7, ce qui a évidemment une immense importance du point de vue des effectifs, des unités de DCA, donc, qui étaient rééquipées en Boston Beaufort 40 pour l'essentiel, et puis 3 régiments parachutistes, stationnés l'un en Afrique du Nord, les autres en Grande-Bretagne, qui eurent une grande importance au moment du débarquement notamment, et puis évidemment tous les services. Et les services, ça peut aller très loin, c'est tout l'ensemble des activités d'acheminement, d'essence, de ravitaillement, de réparation, etc. Ce qui avait une importance considérable en termes d'effectifs, d'autant plus, il faut le rappeler, que les normes américaines et anglaises étaient nettement plus exigeantes en termes de services que les normes françaises. Tout ceci représentait donc une force totale d'environ 500 avions, dont 32 bombardiers lourds Halifax en Grande-Bretagne et 96 bombardiers moyens Marauder en AFN et 16 Boston en Grande-Bretagne. Là, je parle des effectifs en ligne. Je ne compte pas dans les effectifs des groupes les quelques avions qui étaient en spare. Par exemple, un groupe de Halifax, c'était 20 avions, mais 16 en ligne et 4 en spare. Pareil pour les Marauders, il y avait 16 avions et 2 ou 3 en spare. Pour mettre en œuvre le plan 7 tel qu'il avait été défini, il fallait réunir 3 grands éléments. Du matériel, une organisation et des hommes. Alors le matériel, c'était les avions bien entendu, mais aussi les échelons roulants, les uniformes, des terrains d'opération équipés, de l'essence, etc. Donc énormément de choses qui manquaient toutes à peu près totalement en Afrique du Nord à ce moment-là. Ensuite, l'organisation, ça concernait l'organisation strictement hiérarchique, etc., mais aussi la doctrine, les procédures, les règlements, la manière de faire et d'engager les troupes. Et des hommes. Les 2 premiers points, ils sont assez spécifiques en fait des différents théâtres d'opération, selon qu'on travaillait avec la RAF ou avec le support des Américains. Donc on les abordera dans le détail dans les podcasts qui vont être consacrés aux 2 grandes catégories, c'est-à-dire les groupes lourds et les groupes maraudeurs. Le 3e point, en revanche, il mérite qu'on s'y attarde un petit peu, parce que ça, il était vraiment de la responsabilité des Français. Les Américains et les Anglais pouvaient fournir et allaient fournir du matériel et allaient imposer en tout cas leur doctrine et leurs procédures, mais pour les hommes, ça ne pouvait être que les Français qui s'en occupent. Et ce n'était pas un mince problème. En effet, l'ensemble des besoins de l'armée de l'air à partir de à peu près mi-43 s'était évalué à 54 000 hommes. Et il en fallait presque 25 000 pour le plan 7. Vous allez me dire où étaient passés à peu près un peu plus de 25 000 autres. Eh bien, il s'agissait de l'ensemble des écoles, des états-majors, et puis de tous les parcs, les dépôts, tous ces gens qui s'occupaient parfois de fabriquer des avions, très peu, mais surtout de les remettre en état, de les faire vivre, etc. Plus un ensemble de services annexes, par exemple le guet aérien, par exemple les radars qui commençaient un petit peu à ce moment-là à émerger, etc. Toujours est-il que dans les à peu près 25 000 du plan 7, 4 500 à peu près devaient être dans les formations de bombardement qu'on va appeler de premier rang, c'est-à-dire environ 1500 hommes pour les groupes lourds et à peu près 2700 pour l'ensemble des groupes sur Marauder, plus un petit peu aussi pour le groupe Lorraine sur Boston. Et on arrive à environ 4500. Ce qui est beaucoup, ce qui est à peu près pas très loin de 20% finalement de l'ensemble des effectifs du plan 7. À ce moment-là, les effectifs de l'armée de l'air en Afrique du Nord
était de 44 700 hommes. Donc il en manquait à peu près 9 000. Avant de voir comment on les a trouvés, il faut voir que c'était un sujet qui était crucial et compliqué. Parce que les exigences des Américains et des Anglais étaient importantes. Leur tableau d'effectifs standard pour un groupe était supérieur à ce qu'était le cas de l'armée de l'air auparavant. Et par ailleurs, les Anglais notamment exigeaient, avant d'engager les groupes, que les remplaçants, c'est-à-dire les équipages de relève, pour remplacer ceux qui viendraient à disparaître ou à être retirés des opérations, soient d'ores et déjà désignés. Les Anglais avaient d'assez mauvais souvenirs de notamment la création de l'Île-de-France, où on s'était rendu compte rapidement qu'il fallait retirer un certain nombre d'éléments, etc., etc. D'autre part, parmi les navigants répertoriés dans l'effectif de l'armée de l'air, tous n'étaient pas, et de loin, capables de figurer dans les unités de combat. Notamment ceux qui étaient dans les états-majors, mais aussi ceux qui avaient passé les limites d'âge ou qui n'étaient plus en état, ou dont l'entraînement était vraiment trop faible. Donc, il y avait là un déficit important. Et s'ajoutait à ça le fait que les temps de formation étant longs, à minimum 1 an pour un navigant partant de zéro, il fallait beaucoup anticiper, notamment pour la formation des équipages de remplacement. Voilà. Donc l'armée de l'air eut donc recours à plusieurs solutions plus ou moins efficaces à court terme, certaines étant vraiment des expédients. La première solution qui était évidente, ça a été la mobilisation. Mais la mobilisation des réservistes et éventuellement des nouveaux conscrits n'apportait qu'environ 10%, enfin l'armée de l'air, pardon, n'avait droit dans la mobilisation qu'environ 10% des mobilisés. Et puis la motivation des réservistes rappelés n'était pas toujours au rendez-vous. Et il y avait également un problème de montée en charge, puisque pour mobiliser les gens, il fallait les équiper, ne serait-ce que leur donner un uniforme. Et il n'y avait tout simplement pas assez d'uniformes en Afrique du Nord en 1943. La deuxième source a été le personnel féminin. On prévoyait d'en mobiliser pas très loin de 2000. La troisième source très importante, ce furent les volontaires d'Espagne. Plus de 3000 hommes furent ainsi récupérés, dont beaucoup de jeunes qui avaient l'avantage de préparer une relève, mais qui évidemment n'était pas utilisable à court terme. Et puis, il y eut également des solutions plus, compliquées, comme par exemple des prisonniers italiens, un petit nombre qui fut utilisé, et puis également les troupes indigènes qui fournirent des contingents importants, notamment pour la garde des terrains ou des activités de ce style. Tout ça, ça conduit à dire que la situation d'effectifs était extrêmement tendue, et ça a obligé à faire des choix, donc à limiter le nombre d'unités mises sur pied, et à organiser une montée en puissance progressive, ce qui s'est beaucoup vu, notamment pour les groupes de maraudeurs. Le contexte étant posé, il me reste maintenant à vous donner rendez-vous dans les semaines qui viennent pour voir comment l'armée de l'air put mettre sur pied 2 groupes de bombardement lourds et 6 groupes de bombardement moyens. Mais avant de se quitter, je vous propose une petite bibliographie pour vous indiquer quelques pistes pour approfondir pour ceux qui le souhaiteraient. On ne peut pas dire que la bibliographie sur le bombardement soit extraordinairement abondante. Bon, alors, j'ai laissé de côté ici les ouvrages qui sont spécifiques aux groupes lourds et aux maraudeurs, puisqu'on les verra dans les podcasts correspondants. Si on est sur les ouvrages généraux, donc il y a évidemment l'armée de l'air, l'histoire de l'armée de l'air et de l'espace, qui est tout à fait excellent. Sur le bombardement en 39-45, on a les 2 ouvrages de Raymond Danel et Jean Cuny sur l'aviation de bombardement et reconnaissance et sur le Léo 45 et AMU 350. C'est vraiment très bien. Il y a 2 ouvrages de Patrick Facon, notamment sur la campagne de 40, notamment celui sur l'armée de l'air dans la tourmente. L'ouvrage de Martin sur Invisible vainqueur, on peut ne pas partager l'ensemble de l'analyse, mais ça donne énormément d'informations sur les opérations aériennes. Un numéro d'Icare dans lequel on trouvera là aussi beaucoup de témoignages et un bon article de Raymond Danel
de synthèse sur l'activité du bombardement. Un certain nombre de chiffres que j'ai présentés en sont tirés ou directement déduits. Et puis le livre du colonel Paquier qui date en fait de l'époque de la guerre, sur l'action du bombardement. Pour ce qui est de l'armée de l'air de l'armistice, bon, l'ouvrage incontournable, c'est celui de Claude Dabzac et Pézy. Là, c'est la version, celle qui est représentée, c'est la version un petit peu courte, la version commerciale. Si vous pouvez trouver sa thèse, c'est vraiment encore mieux, c'est d'une richesse absolument incroyable. Sur l'aspect proprement opérationnel, il y a les deux bons ouvrages de Ehrengardt et Shore sur l'aviation de Vichy au combat, celui qui est présenté là, et le deuxième ouvrage qui est spécifique sur la guerre de Syrie. Il y a également le numéro spécial du fanatique de l'aviation, qui est un petit peu ancien, mais qui est tout à fait intéressant. Et sur la renaissance de l'armée de l'air, c'est également assez pauvre. Là aussi, un numéro spécial du fanatique de l'aviation, deux numéros, dont l'un est représenté ici des ailes françaises. Il y en avait également sur la campagne de 40 et l'armée et Vichy. Et puis un ouvrage de Patrick Facon, encore lui, sur l'armée de l'air de la victoire, qui est vraiment une excellente synthèse et qui vous donne l'essentiel de tout ce qu'il faut savoir là-dessus. C'est vraiment très bon. Voilà. J'ai donc terminé ce premier épisode et j'espère vous avoir nombreux pour les épisodes suivants, consacrés donc au groupe lourd et au groupe sur maraudeur. Merci de votre attention. Au revoir.